Donc on n'apprend pas aux femmes à être des leaders, l'égalité des hommes. On note donc bien cette différence. Est-ce que vous l'observez vous aussi, Maya ? Moi, ce que j'observe, c'est que chez les plus jeunes, il y a aussi un souci autour de de la vision de l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, Martine, c'est très intéressant parce que finalement, dans la représentation, qu'est-ce qui se passe ? Pour les garçons, les filles sont dans un autre registre, mais un registre qui est teinté d'infériorité. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ils deviennent adolescents et que se posent les questions de consentement ? Eh ben, le consentement, il est inaudible. Quelqu'un qui est considéré comme inférieur, eh bien, le consentement, c'est pas très important. Et finalement, il y a une étude qui a été faite qui disait que ils ont fait une étude parmi les jeunes, je pense que c'était l'âge du lycée, que en fait, je pense qu'il y a plus de 50% des garçons qui pensaient que lorsqu'une femme dit non, en fait, ça veut dire oui. Oui. Et en fait, à mon avis, ça vient de ça. C'est que finalement, une femme inférieure, douce, câline, etc., comme vous l'avez très bien dit, Martine, eh bien, finalement, c'est pas la peine vraiment de savoir, bon, elle dit non, elle dit oui, peu importe, quoi. Et ça, finalement, ça donne lieu à des violences conjugales. Et donc, du coup, on a le lien très clair entre égalité des droits et abus. Alors, vous parlez des violences conjugales, bien sûr qu'on va en parler dans cette émission, mais restons donc encore un petit peu sur l'éducation. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de l'école, le rôle des parents, le rôle des deux ? À qui revient le travail, la tâche, j'ai envie de dire ? Alors je dirais qu'au niveau éducation familiale, ça va au-delà des parents. Il y a aussi toute l'imprégnation familiale des rôles. Les grands-pères, les grands-mères, les fratries, ça a aussi une influence parce que les enfants petits, ce sont des éponges. Et ils intériorisent extrêmement finement par exemple, qui est celui qui est le décideur, qui est celui qui va suivre. Ça, c'est des choses qui sont perçues très très tôt dans le domaine familial. Quant à l'école, c'est vrai que l'éducation nationale fait aussi son mea culpa dans ses études quand il y a eu vraiment la volonté de travailler sur les problèmes de sexisme dans l'éducation, parce qu'on s'est rendu compte, et je complète ce que dit Maya Termination, on s'est rendu compte que tous ces aspects-là avaient une influence considérable sur l'orientation des études des garçons et des filles. Ah. C'est-à-dire que on pousse beaucoup plus les garçons à faire des filières scientifiques, on pousse beaucoup plus les filles à aller sur des métiers de communication, mais en vérité, c'est des choses qui sont du niveau d'une influence, j'allais dire, pernicieuse. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des choix. Yael Chalita est juste à côté de vous et on a eu cette discussion en off justement. Je pense que vous allez compléter ce que dit justement Martine Matatia. Pour vous qui êtes DRH, est-ce que vous l'avez constaté ça justement ? Tout à fait. Effectivement, nous travaillons dans le social et dans le médico-social et effectivement, c'est extrêmement féminisé parce que les métiers du prendre soin sont des métiers qui sont plutôt caractérisés pour les femmes. Donc quand on cherche des aides-soignants, quand on cherche des infirmiers, on ne trouve pas d'hommes du tout. Je dirais pareil pour la profession prof des écoles. Les professeurs des écoles, donc, qui sont enseignants de 3 ans à 10-11 ans, c'est à 80% ou 85% des femmes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez problématique parce qu'un enfant, il se projette aussi par rapport aux adultes qu'il a autour de lui. Et c'est vrai que s'il est imprégné que une femme, c'est plutôt quelqu'un qui va être dans des métiers du soin, dans des métiers de s'occuper des petits, pour lui, c'est extrêmement, imprégnant en termes de modèle. Pour englober, ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, l'éducation des enfants, des filles et des garçons dirige énormément, donc, le travail qu'on va décider de faire. Ça, les études actuelles depuis une dizaine d'années de l'éducation nationale le montrent en long, en large et en travers. Alors on va poursuivre bien évidemment en progressant bien évidemment dans cette émission. Martine, vous pensez qu'aujourd'hui les femmes en couple ont besoin de repères pour éviter les défaillances du couple justement ? Alors je suis absolument convaincue qu'il manque des outils aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux adolescentes, pour avoir des points de repère par rapport à un risque, en particulier sur les problèmes de communication dans un couple. C'est-à-dire que, je cite un exemple concret pour illustrer mon propos. Quand dans un couple, il y a un sujet qui est quasiment impossible à aborder sans que ça se passe mal ou sans que ce soit une discussion sereine, là, pour moi, c'est une lampe rouge qui doit s'allumer en disant pourquoi on n'arrive pas à discuter calmement de ce sujet. Est-ce que je me permets, je fais cette transition, cette progression parce que est-ce qu'il n'y a pas justement, encore une fois là, la problématique de l'éducation ?
Alors, c'est vrai que le modèle parental a une influence considérable sur la vision qu'on a d'un couple. Et c'est vrai que si nous, soi-même, on a été élevés par des parents où il y a une relation verticale entre le père et la mère, c'est-à-dire le père dit et décide tout ce qui est important et la maman dit OK, on va faire comme papa a dit. Alors, je caricature volontairement, mais voilà, ce modèle-là, il a un impact fort sur la représentation de... Quand on a un sujet à aborder, est-ce qu'on discute d'égal à égal, dans une relation horizontale où on est au même niveau, ou est-ce que c'est monsieur a dit et madame doit dire c'est d'accord parce que papa a décidé. Et là, c'est une relation verticale. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'enfant, il intègre parfaitement qui commande, qui décide. Est-ce que c'est le couple parental ou est-ce que c'est un des deux adultes? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Maya? Moi, je pense qu'on peut pas ne pas être d'accord. Effectivement, les enfants s'inspirent des modèles de leurs parents. Après, la seule limite que je mettrais aux propos de Martine Mataccia, que avec lesquels je plus sois, mais je pense que s'arrêter là, ça veut dire les pouvoirs publics, la communauté, l'environnement n'a plus rien à faire. Or, je pense qu'il faut quand même laisser la porte ouverte au fait que déjà, le couple se forme à deux. Donc, disons, un individu a grandi comme ça, mais il va se marier avec quelqu'un qui a une éducation tout autre. Ça peut aussi faire évoluer les choses. Et puis, par ailleurs, je pense que l'école, mais aussi le monde du travail, tous ces environnements-là, ils concourent à faire évoluer le modèle qui a pu être acquis dans l'enfance, comme l'a très bien décrit Martine. Alors, on parle là insidieusement des violences conjugales, des droits, des devoirs dans un couple. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Martine ? Alors, je dirais qu'au bout de 11 années d'écoute chez Noah, ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement trois grandes difficultés qui reviennent très souvent. L'absence d'autonomie financière ou une autonomie financière très très faible de la femme. Ça veut dire que quand ça se dégrade, c'est un frein considérable pour prendre la décision qu'on ne peut plus rester vivre avec quelqu'un qui nous fait subir des violences. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on retrouve dans énormément de cas. Le deuxième problème, c'est des difficultés de communication graves. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à discuter d'un sujet, quand on est dans un registre « si tu n'es pas d'accord, on fera quand même comme je veux », ça, c'est vraiment le terreau le plus propice à une dégradation relationnelle qui marche en pente savonneuse. C'est-à-dire qu'au début, c'est possible d'imaginer de la thérapie de couple, de la médiation, une thérapie de la personne qui est trop autoritaire. Mais ça ne peut marcher qu'au début. Ça peut pas marcher quand ça fait 10 ans que ça fonctionne en mode vertical entre monsieur et madame. Donc ça, ce problème de communication, il est souvent, méconnu des jeunes femmes. Et c'est comme ça que on leur dit, écoute, dans tous les couples, il y a des problèmes. Écoute, c'est un mauvais moment à passer, ça va s'arranger. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui ont appelé Noah en disant, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que, c'était un mauvais moment à passer, que ça irait mieux plus tard. Mais ça, c'est pas, je veux dire, c'est un peu comme quand vous prenez du Doliprane parce que vous avez mal aux dents. Vous avez rien résolu au problème des dents. Vous avez juste fait quelque chose qui fait que vous différez le problème. Voilà. Maya, termination. Oui, en fait, je voudrais compléter les propos de Martine. Il y a quelques années, l'Observatoire de l'égalité homme-femme a mis en ligne un outil que je trouve tout à fait en ligne avec ce que vous dites, Martine, c'est le violentomètre. Et en fait, c'est très intéressant, c'est une règle graduée où la gauche, c'est vert, au milieu, c'est orange et à droite, c'est rouge. Et c'est avec des exemples de situations. Donc, dans le vert, il y a il se réjouit quand il t'arrive des choses... C'est destiné aux adolescents, donc c'est voilà, il est content de voir que tu progresses, il se réjouit. Au milieu, c'est il veut tout savoir, il veut lire tes messages dans ton téléphone. Et rouge, c'est les violences. C'est un explicatif un peu du conflit ordinaire et du conflit exactement. Plus compliqué. Ça montre qu'est-ce qui est acceptable et qui relève comme le dit très bien Martine, oui, tous les couples rencontrent des périodes difficiles. Ok. Et puis, il y a des choses qui sont de l'ordre du malsain. Et voilà. Et je pense que cet outil est très intéressant pour ça. Alors, il est tout à fait valable pour les adultes, parce que ce qui est dit dedans se transpose parfaitement. C'est ce que vous disiez. Est-ce que vous remarquez peut-être, parce qu'on parle beaucoup, on va parler bien sûr de la communauté juive, mais pas que, mais là pour le coup on va en parler. Est-ce que vous constatez ces problématiques dans le couple, la référence du couple et du consentement et de toutes ces choses-là dans un milieu plus orthodoxe ou plus traditionnel? Est-ce qu'on peut éventuellement voir si c'est plus compliqué Moi, ce que j'ai remarqué en étant très attentive aux réseaux sociaux de groupes de femmes juives,
ou en tout cas de personnes très pratiquantes, ce que j'ai souvent remarqué, c'est qu'elles se plaignent, en tout cas de ne pas avoir eu, en préparation au mariage, quelque chose qui parle de situations qui peuvent survenir assez fréquemment, qui les mettent en difficulté et qui finalement les laissent un peu, comme vous diriez, sans mode d'emploi. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas tellement de références. Martine Matatia, justement, là vous pointez du doigt quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous avez en tête des possibilités, des choses, des mesures pour améliorer justement ces observations-là ? Alors, ce que je remarque, c'est les retours qu'il y a à la fois dans les appels de chez Noah, mais à la fois aussi dans les posts qu'on peut trouver sur certains groupes fermés Facebook de femmes juives qui sont en difficulté parce que justement leur préparation au mariage et l'éducation qu'elles ont eue par leur maman, parce que bon, évidemment, ce qui se passe dans des relations intimes entre un homme et une femme, c'est souvent la maman qui le fait pour sa fille. Finalement, elle n'a pas eu forcément toutes les informations qui auraient pu l'aider. Et en fait, ça, c'est vraiment les priver d'un savoir qui peut éviter beaucoup de choses en termes de prévention. Et je le regrette. Alors, Noah a proposé, en particulier... À qui ? Au Grand Rabbin, Grand Rabbin de France. Noah a proposé de participer à une sensibilisation des Madrichot Kala pour un volet prévention. J'espère que ça aboutira parce que Noah n'est pas là pour parler. Alors voilà, le grand reproche, c'est un peu ce qui se passe pour le guet dont on parlera tout à l'heure avec Maya à l'antenne. On va en parler dans un instant. En fait, pourquoi on ne met pas de contrats prénuptiaux au niveau de consistorial dans les ketubot ? C'est parce qu'on part du principe qu'on ne mélange pas la joie et la peine. Voilà, en gros, on met pas de clause de divorce dans une ketuba. C'est en tout cas ce que j'ai souvent entendu de la part de rabbins consistoriaux. Et là, c'est un peu pareil. On parle pas de prévention des violences conjugales, ni au mikvé, ni dans la préparation au mariage, parce que ce sont des moments où la femme vit un instant de sa vie d'épouse qui ne peut être qu'harmonieux. Et quelque part, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée de mettre un certain nombre d'informations de côté sous prétexte qu'elles ne sont pas liées à l'allégresse qu'on peut avoir quand on va se marier. Martine Matatia, ce que vous préconisez donc, vous, d'une certaine manière, c'est une prévention. Une prévention, voilà, une sorte de prévention, mais une sensibilisation des Madrichot Kala sur l'aspect psychologie du couple. Maya, termination. Je voudrais juste compléter une prévention aussi des hommes. Tout à fait. Est-ce que justement, alors au sein du Grand Rabbinat, on peut pas éventuellement penser à un module supplémentaire dans la formation de ceux qui préparent aussi les hommes ? Alors moi, j'aimerais beaucoup savoir comment ces personnes sont préparées parce que j'ai pas réussi à le savoir en fait. C'est fort étrange. La question se pose. On va bien sûr parler d'une fois que c'est trop tard, donc quand les choses sont faites et que le mal est fait. On va parler du guet. Je sais que Diana Paola est intervenue sur l'antenne ce matin chez Lise Gutmann, en votre compagnie également, Maya Termination, pour ce sujet qui lui tient à cœur. Elle y travaille fortement. Quelles sont vos observations par rapport à ça, Maya Termination? Alors, moi, je voudrais déjà... ma première observation, elle est un tout petit peu plus large. C'est de dire que, quand même, on a eu plusieurs élections là dans la communauté juive et on est en période électorale aujourd'hui en France. Et que ce soit dans la communauté ou en France, le sujet de la place des femmes, il est visiblement très important puisqu'il figure dans tous les programmes. Voilà. Ceci étant dit, effectivement, l'Aviso milite sur le sujet du guet, pas parce que c'est un sujet religieux, mais parce que c'est devenu un problème social. L'Aviso s'occupe des femmes. Derrière ces situations, on ne parle pas uniquement d'un sujet religieux, c'est un sujet social, de femmes et pour acquérir sa liberté, pour retrouver sa liberté, tout simplement. Oui, c'est ça. Et puis c'est des familles parfois beaucoup trop de temps. Voilà, c'est des familles qui se déchirent, etc. Bon, je vais pas vous refaire le tableau. Je pense qu'on a tous compris ce qu'est le guet ici. Ce qui se passe, c'est que c'est un problème qui est à la base un problème anarchique et il faut en discuter avec le consistoire. Nous, à l'Aviso, on est en attente d'une réunion, clairement, avec le consistoire sur ce sujet. Donc, je vais pas pouvoir m'exprimer beaucoup plus sur ce sujet. Je dirais juste une chose. L'Aviso, avec un avocat pénaliste, a travaillé sur une clause juridique qui permet de pénaliser le refus de présentation du guet auprès des institutions juridiques françaises. Donc ça, c'est un document qu'on a présenté au consistoire et c'est une des choses sur lesquelles on attend en retour. Maya, combien de temps pour récupérer un guet ?
Je suis loin d'être une experte. Je pense que ça peut prendre il y a une grande variété de situations. Ça dépend aussi s'il y a un chantage au niveau du divorce civil en disant je veux telle et telle chose au civil pour que tu aies le guet. Bon, si le divorce civil est compliqué, ça complique d'autant plus l'obtention du guet. Et je pense aussi que ça dépend si le sujet est bien porté, bien médiatisé. Là, ça a tendance à se régler un peu plus rapidement. Le dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi une possibilité, grâce à Moshe Levin et à la conférence européenne des rabbins, de se tourner vers l'État d'Israël pour accélérer cette obtention du guet. Ah, ça, tout le monde ne le sait pas. Oui, c'est quelque chose qui, je trouve, n'est pas beaucoup publicisé au niveau du consistoire. Je pense que l'État d'Israël est beaucoup plus précurseur sur le sujet du guet que la communauté juive française et qu'ils ont mieux perçu, je pense, le pouvoir désastreux de ce problème. Je pense que un jour, je veux pas faire l'ange de mauvais augure, mais un jour, on est passé très très près de ça. En 2014, il y a eu un scandale pour le guet qui a failli se retrouver dans la presse, qui était dans rue 89. Un jour, il y aura un scandale du guet qui va mal se passer et qui va finir dans les médias français nationaux. Donc je pense qu'Israël a eu la bonne attitude et personnellement, moi j'attendrai le même genre de fermeté du point de vue des institutions françaises. Bon, on va attendre déjà ce rendez-vous pour voir ce qu'il en est. On a de l'espoir en tout cas. On va poursuivre cette émission bien sûr avec vous mesdames. Merci d'être en notre compagnie sur Radio J pour cette journée spéciale droit de la femme. Dans un instant, on va parler donc de cette journée spéciale avec qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui bloque, la culture dans tout ça, que peut-elle nous apporter, des éclairages, la volonté aussi de sensibiliser. Dans un instant avec nos chroniqueuses et nos invités sur le sujet. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 16h36 sur l'antenne de Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 pour cette émission spéciale Journée Droit des Femmes. L'occasion, bien sûr, d'aller voir au théâtre ce qui se passe sur le sujet. Et c'est avec vous, Hélène Kuttner. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour à toutes. Oui, on est nombreux aujourd'hui et à tous. Parce que pour le combat des femmes, il ne faut pas oublier l'éducation des hommes. Je suis absolument d'accord avec vous que j'ai écouté attentivement tout à l'heure. Alors, les plateaux de théâtre aiment à célébrer la Journée de la femme aujourd'hui, mais ils n'ont pas besoin de cette journée pour mettre en scène et encore les voix de celles qui se battent pour leur liberté et leur égalité. Mais aujourd'hui, le 8 mars, nous allons parler des femmes et de leur combat sur les scènes de théâtre. À commencer bien sûr par Simone Veil, Hélène, qui triomphe dans 2 théâtres parisiens avec Christiana Reali. Exactement, Cyrielle. La grande Simone Veil est célébrée 2 fois. Au Théâtre Antoine, où Christiana Reali, en alternance avec Pauline Susini et Noémie Develay-Ressigné, interprète une femme, Camille, chargée d'évoquer la trajectoire de Simone Veil. En plongeant dans ses années d'étudiante, la narratrice déroule le fil d'un dialogue qui va se nouer entre elle et Simone Veil aujourd'hui, autour de ses combats politiques et de justice. Comment transmettons les combats de cette femme d'exception? C'est aussi dans et pendant ce temps, Simone Veil, V-E-I-2-L-E, au théâtre du Gymnase, pas très loin, que 3 comédiennes autrices, Magali Bonfils, Hélène Serre et Valina Sicurani, accompagnées de la chanteuse humoriste Trinidad, s'en donnent à cœur joie pour célébrer en chanson et en musique les plus grands moments de la libération de la femme depuis 1950. C'est drôle, c'est instructif, c'est spirituel. Et pour parler de Simone Veil, Cyrielle, il ne faut pas oublier qu'à la Cité de l'économie et dans le cadre de la présidence de la France à l'Union européenne, à partir du 15 mars, se tient une exposition sur le combat de Simone Veil pour l'Europe, mais aussi sur son action politique et sociale pour faire évoluer nos sociétés. Et ça commence le 15 mars, donc la semaine prochaine. On note bien ça. Alors, bien sûr, on va continuer à parler également de théâtre avec l'homme politique Jean-Louis Debré que nous avons reçu il y a quelques jours sur l'antenne de Radio J. Il monte sur la scène pour raconter la vie des femmes pionnières au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Incroyable, Cyrielle, vous l'aviez déjà chaleureusement reçu. Un homme politique avec une complice qui s'appelle Valérie Bonchenet, qu'ils évoquent tous deux en duo des femmes d'exception qui ont pris la lumière sous les barricades, comme Olympe de Gouges ou Louise Michel, mais aussi celles qui sont restées dans l'ombre, comme Julie Victor Daubier, première bachelière, ou Jeanne Chauvin, première femme avocat. Quel courage leur a-t-il fallu à toutes pour combattre les conservatismes et faire bouger les lignes? Alors, il me semble aussi qu'aujourd'hui débute une création de Valérie Lévy qui évoque aussi l'honneur d'une femme au Théâtre du Rond-Point. Au Théâtre du Rond-Point, Cyrielle, ce soir débute. J'avais une petite robe à fleurs et raconte le témoignage de Blanche, qui a 26 ans, qui livre sa parole intime à une société de production. Elle raconte un viol subi 3 ans plus tôt avec un courage qui doit l'aider à s'en sortir. Or, cette expérience est surtout l'occasion pour la télévision d'exploiter commercialement la détresse de
cette jeune femme. Et Valérie Lévy, l'auteur, et la metteuse en scène Nadia Jandot, qui utilise beaucoup la vidéo, montrent comment la libération d'une parole de femme rendue publique peut aussi ensuite être pervertie par la télé-réalité et les réseaux sociaux. Les droits des femmes passent aussi par la danse. C'est à Montreuil ce soir. À Montreuil ce soir, c'est Emmanuelle Rigaud, qui est interprète, chorégraphe et danseuse et qui crée au théâtre Berthelot de Montreuil, à Corps retrouvé, une performance où elle évoque l'histoire de 5 femmes rencontrées à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Par le corps et avec les mots de l'auteur Penda Diouf, la danseuse questionne la notion de l'héritage, les rapports sociaux, les différences entre les sexes et les violences physiques grâce à l'outil d'expression qu'est la danse. On retrouve aussi chez l'américaine Naomi Wallace cette dénonciation du sort des femmes à travers la représentation de leur corps. Exactement, et son texte s'appelle « Et moi et le silence ». C'est mis en scène par René Loyon jusqu'au 20 mars au théâtre de l'Épée de Bois de la Cartoucherie. Ce sont 2 femmes, une noire et une blanche, qui se rencontrent en prison et vont faire le projet d'une vie meilleure. La ségrégation raciale, sociale pèseront sur elles, mais l'écriture poétique de l'auteur fait de cette pièce une comptine enfantine où chaque femme, Cyrielle, privée de ses droits, rêve avec une puissante fantaisie de liberté et de bonheur. Et on va continuer à rêver, bien évidemment, dans cette émission avec mes invités Maya Termination, Martine Matatia, Yael Chalita et Evelyne Berdugo qui va nous rejoindre dans un instant. Mais tout d'abord, j'ai envie qu'on rejoigne un invité par téléphone puisque cette journée, c'est aussi une journée de rassemblement à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, mais aussi les groupes et les associations de femmes militantes qui préparent des événements partout dans le monde et en France aujourd'hui. On va donc aller voir ce qui se passe du côté du collectif de mots et mots de femmes et de ces expos. Bonjour Stéphane Cardon-Verrier. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coordonnateur du collectif, donc je le disais, mots et mots de femmes qui luttent contre les violences conjugales de par la photo pour sensibiliser. Quel est justement le projet de ce collectif qui, je le rappelle, est placé sous le haut patronage du chef de l'État et sous le patronage de 10 ministères en France? C'est ça, donc notre collectif a donc souhaité sensibiliser autrement contre les violences faites aux femmes avec un projet qui se résume à une vaste campagne de sensibilisation soutenue par plus de 400 célébrités et personnalités. Donc c'est une exposition. Oui, pardon. Oui, je vous en prie, poursuivez, je vous en prie. Donc c'est une exposition qui est là pour sensibiliser, pour informer toute la population de ce que sont les violences conjugales grâce à des panneaux outils pour expliquer le cycle de la violence et les 4 phases notamment, et pour attirer l'attention des personnes, aussi bien des personnes victimes que des personnes auteurs, de leurs réactions et comment elles vivent ces moments conjugaux qui sont parfois complexes, difficiles et qui finalement sont un peu violents. Alors vous avez 3 types d'expositions, elles ont lieu toute l'année? C'est ça. Donc ça a commencé déjà le 25 novembre dernier. Ça va se poursuivre toute l'année 2022 et certainement 2023 en France, que ce soit en métropole, en Outre-mer et à l'étranger par le biais de nos consulats étrangers. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément, Stéphane Cardon-Verrier, ce qu'on trouve sur ces photos? Parce que c'est important pour nous qui sommes en radio d'imager un petit peu ce qu'on retrouve pour sensibiliser les femmes. Et les hommes, bien sûr. Oui, donc il y a 24 photographies, panneaux photographiques, donc des compositions qui sont parfois très marquantes, bouleversantes même, qui vont au-delà des mots, au-delà de la langue même qu'on maîtrise et que l'on comprend. Et le but, c'est que ces photographies vont toucher le cœur, vont toucher la sensibilité des uns et des autres pour parvenir à se dire que ces violences conjugales sont inadmissibles et qu'on est peut-être concerné directement ou indirectement. Un confrère, un collègue, un voisin, une voisine, une sœur, une mère même. Et ça, c'est très important pour sensibiliser et avoir une culture commune de l'aide aux victimes. Alors, ce que je voulais également vous demander, Stéphane Cardon-Verrier, c'est donc qu'il y a 3 types d'expositions. Qu'est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui? Alors, il y a 3 expositions, effectivement. L'expographie qui est composée de textes écrits par nos marraines et de photos. L'exposition itinérante, ce sont que des compositions photographiques, il y en a un petit peu plus, il y en a 24. Et on travaille là actuellement sur l'exposition pédagogique qui sera téléchargeable à destination des primaires et des secondaires, parce qu'il est important de sensibiliser dès le plus jeune âge aux violences pour pouvoir, on espère, éradiquer ce chiffre malheureusement trop important tous les ans. Stéphane Cardon-Verrier, vous avez annoncé officiellement le déploiement en Outre-mer. Ça veut dire que depuis aujourd'hui, on peut également voir ces expositions en France, mais aussi en Outre-mer que vous développez. Tout à fait. Alors le 22 février, ça a commencé par Marigot, donc à Saint-Denis. Là, ça se poursuit donc aujourd'hui avec le décalage horaire demain matin, on va dire, à Nouméa, mais c'est présent également à Cayenne, à Pointe-à-Pitre, donc dans l'ensemble de nos territoires ultramarins. Est-ce que à Paris, on peut envisager cette exposition à l'hôtel de ville de la mairie de Paris?
ça serait une belle chose. J'imagine on va y travailler. Oui, si vous êtes placé en plus sous le haut patronage du chef de l'État et de 10 ministères, je pense que ça devrait pouvoir se faire quand même. Oui, alors ce qui est important, c'est que la magistrature nous apporte aussi son concours. Le 25 novembre, on a déployé sur les grilles extérieures des tribunaux judiciaires dans 8 grandes villes de France. Depuis ce jour, on est présent à l'université de Strasbourg et d'ailleurs l'inauguration se fait sous le patronage de Madame Fontanelle, qui est l'ambassadrice et représentante des Français au Parlement de l'Europe. On sera présent dans des CHU, dans des mairies. Voilà, l'idée c'est qu'elle puisse être déployée partout et que chaque association qui souhaite la présenter puisse s'en saisir et expliquer qu'est-ce que l'emprise, qu'est-ce que le cycle de la violence. Stéphane Cardon-Verrier, votre objectif c'est 500 villes mais aussi 500 marraines. 500 marraines, vous en avez déjà plus de 400, des célébrités, des personnalités de plusieurs nationalités qui s'engagent à vos côtés en faveur d'une juste et noble cause. Et ça me donne l'envie justement d'aller rejoindre Sarah Lelouch qui est avec nous par téléphone. On a parlé de marraines, donc l'envie bien évidemment de faire parler l'une d'elles. Bonjour Sarah Lelouch. Bonjour. Vous êtes marraine de Mots et mots de femmes, productrice, réalisatrice de documentaires, de fiction et d'émissions, ex-journaliste et animatrice de télévision et de façon très anecdotique, la fille de Claude Lelouch, pour vous resituer parce que sur Radio G, des Sarah Lelouch, il y en a beaucoup. Merci beaucoup de témoigner sur notre antenne. Pourquoi c'était important pour vous d'attribuer votre contribution à Mots et mots de femmes ? Je pense que c'est important déjà pour toutes les femmes. Il n'y a pas une femme qui dirait c'est pas important pour moi. Donc quand Stéphane m'a proposé, ça m'a semblé d'une évidence et évidemment ça me parle et puis ça m'a parlé personnellement et puis ça m'a permis de faire un petit état des lieux personnel. Vous avez écrit un très joli texte sur le site du collectif qui m'a beaucoup émue. Est-ce que vous voulez bien nous l'expliquer, ce texte ? En fait, j'avais vraiment envie de rendre hommage aux femmes qui sont victimes de violences, mais c'est vrai que quand on lit la définition de violence, je pourrais dire que j'en ai également subi. Maintenant, je me sens tellement pas victime, mais je le suis en fait. Et donc j'ai eu envie de rendre hommage à ces femmes en leur disant merci parce que grâce à vous, on se rend compte qu'on n'est pas totalement fou quand on est victime de violence et qu'on le ressent comme ça. Vous dites dans ce texte, j'ai reçu des mots, j'ai encaissé des coups, j'ai été dominée, manipulée aujourd'hui et pour toujours, je suis un peu abîmée, cabossée c'est sûr, et je n'arrive plus à me séparer de mon armure, mais grâce à mon instinct, j'ai toujours réussi à me relever et même à me sentir plus forte, mais je pense encore certaines de mes blessures. Sarah Lelouch, vous qui avez été vous-même donc victime de violence, quel message vous avez envie en tant que marraine de donner aux femmes aujourd'hui ? J'ai envie de dire à toutes les femmes de se relever. J'ai envie de dire à toutes les femmes que il faut prendre les coups avec, et c'est peut-être choquant, mais positivisme en fait. C'est se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment ce coup peut nous donner la force de faire quelque chose d'extraordinaire. Je parle aussi dans ce texte de la fleur de lotus. Elle est sublime et pourtant elle naît dans la boue. C'est incroyable ce que vous dites, Sarah Lelouch, parce que j'entends très souvent dans les discours de femmes, et notamment le discours d'une jeune femme qu'on a eu en novembre dernier sur l'antenne de Radio J, nous expliquer ce chemin de résilience. Alors justement, quel a été le vôtre ? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous relever ? Mon instinct. C'est tout simplement mon instinct. Après, mon envie de prouver des choses à des gens qui m'ont fait du mal. Ça, c'est humain, je pense. Et c'est un moteur. Un moteur pour avancer et pour justement que plus jamais. Ah, plus jamais. Alors ça, c'est sûr, plus jamais. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, je peux dire plus jamais. C'est une certitude. Et j'ai envie de dire à toutes ces femmes que quand on décide plus jamais, c'est plus jamais. Merci beaucoup, Sarah Lelouch. Merci beaucoup d'avoir été sur l'antenne de Radio J. Je rappelle donc que vous êtes marraine de Mots et mots de femmes. Merci également à Stéphane Cardon-Verrier, coordonnateur du collectif Mots et mots de femmes qui lutte contre les violences conjugales de par la photo pour sensibiliser, d'avoir été sur notre antenne sur Radio J.
Merci Cyrielle. Merci à tous, merci beaucoup. Un coup de projecteur à présent. Il était évident sur notre antenne que nous devions en parler. Le coup de projecteur, c'est sur l'Ukraine, le processus de paix. En ce jour du 8 mars, c'est une journée, je le répète et re-répète, internationale des droits des femmes. Nos pensées sont bien sûr tournées vers les Ukrainiennes. D'abord parce que les femmes et les enfants sont généralement les personnes qui souffrent le plus lors de conflits, mais également parce qu'elles subissent les bombardements, forcées à l'exil, qu'elles prennent les armes, qu'elles prennent les enfants. Les Ukrainiennes sont sur tous les fronts depuis que l'offensive russe a commencé. Seront-elles également invitées à s'asseoir à la table des négociations ? La question se pose, mesdames, puisque vous êtes avec moi autour de la table. Et alors, je voulais mettre en lumière ce film, un film qui s'appelle Des femmes et des hommes. Il est de Frédéric Bedos et il aborde donc la question de la place des femmes dans le processus de paix. Elle y donne notamment la parole à des femmes spécialistes de la prévention de conflits internationaux, l'évolution de nos sociétés, une question fondamentale, l'égalité bien sûr entre les femmes et les hommes, et aborde donc d'un point de vue d'une part historique, économique et culturel ces sujets-là, loin des clichés. Le film fait vraiment prendre conscience que pour faire face aux défis de notre temps, la voie de l'égalité pour tous est la voie du progrès, et c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Le documentaire a été réalisé en 2014. Plus que jamais d'actualité, il a été vu par 50 millions de personnes, présenté aux Nations Unies, à l'UNESCO ou encore à Matignon et à l'Assemblée nationale et aussi à la COP22, des hommes et des femmes, et donc à retrouver notamment à l'achat sur Vimeo. C'est chose faite. Elle est à présent un peu d'humour. C'est avec vous, notre humoriste du jour, une femme, ça fait du bien. Bonjour Nina Azoulay. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes. Alors on va démarrer cette première chronique avec nous pour parler des femmes. C'est quand vous voulez. Alors aujourd'hui, en cette journée internationale de la femme, on a mis en lumière beaucoup de combats, essentiellement les violences conjugales. Petite anecdote au passage sur la journée de la femme, il paraît que le premier pays à avoir officialisé cette journée, c'est la Russie soviétique. Donc, ouais, étonnant. Étonnant, mais vrai. Alors, je sais pas si vous réalisez, il a fallu attendre les communistes, la guerre civile, le goulag, pour mettre en place la journée de la femme. Ouais. En France, la journée de la femme est devenue une tradition en 1945. Donc là, il a fallu attendre une guerre mondiale, un génocide, des meurtres de masse. Donc en fait, alors si je comprends bien le concept, dès que les hommes font de la merde, ils donnent une petite compensation aux femmes. En fait, c'est un peu ça le. Donc ah oui, alors pas de panique. Du coup, Russie, Ukraine, la menace de guerre nucléaire. Si on suit la logique, c'est juste un complot féministe pour mettre fin aux violences conjugales, hein, d'accord ? Pas de. Du coup, on parlait des violences conjugales, Cyrielle. Oui, elles sont évidemment un des principaux combats à mener, hein, on l'a dit, bien sûr. Voilà, donc petit changement d'ambiance là. Mais en même temps, j'ai envie de dire quoi de mieux que l'humour pour faire passer des messages. Vous avez raison. Et alors, j'aimerais rappeler la définition de violence conjugale, parce qu'on en a parlé, mais beaucoup pensent qu'elles sont uniquement physiques, alors qu'en fait, les violences peuvent être aussi mentales. Ouais. Parce qu'on sait combien les femmes peuvent manipuler le cerveau des hommes. Non. Évidemment, elles peuvent être aussi verbales ou psychologiques. Et alors, j'ai lu qu'elles pouvaient même être économiques. Alors, et oui, c'est ce qu'on s'est dit, cette dépendance financière et ces problèmes-là. Donc, alors ça va se traduire par exemple, l'homme qui vérifie l'accès au compte ou bien refuse de donner de l'argent à sa compagne. Bon, après, vu le montant qu'une femme peut dépenser chez Zara, on peut le comprendre. Faut vraiment pas confondre violence économique et éviter la faillite économique. C'est pas. Mais bon, heureusement, les femmes quand même travaillent de plus en plus et c'est super parce que moi je pense que ça donne un sens à leur vie. C'est vrai, maintenant elles se lèvent à 7h du mat, elles stressent pour emmener les gosses à l'école pour se retrouver dans des embouteillages de fous. Et elles vont bosser toute la journée pour gagner moins que les hommes. C'est ça, c'est dur. Bah oui. Mais bon, quand on y pense, en fait, les mecs ont tout gagné. C'est-à-dire que maintenant, on fait le ménage, on élève les gosses et on ramène l'argent à la maison. C'est ça, on fait tout maintenant. C'est ça, il y a tout. Alors, je devrais peut-être pas dire ça, mais je peux pas m'empêcher de penser que ça avait quand même l'air d'être bien avant. De rien foutre toute la journée à la maison. Non. Non, alors, peut-être pas avant. Mais aujourd'hui, imaginez avec tout ce qu'il y a. Netflix. Oui. Non, c'est la folie. Uber Eats, Amazon Prime, les téléphones, les ordis, c'est le kiff absolu, non ? C'est vrai, vous avez raison. Pourquoi on s'embête à aller travailler en vérité, Nina ? Franchement, je sais pas. En plus, le process, c'est quoi ? On va travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir rien foutre à la maison ensuite. Ouais. On est d'accord ? Mais là, on peut même pas. On peut pas. Et en plus, si t'as un mec qui t'empêche d'accéder à ton argent, on est mal barré. Comme vous le disiez, les violences sont de différentes natures, Nina, mais il y a un point commun chez ces femmes victimes de violences conjugales. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la femme battue. Exactement. En fait, ces femmes, en plus de subir ces violences, elles font face à une société qui les culpabilise beaucoup avec le fameux « pourquoi tu ne l'as pas quitté ?» Alors, heureusement, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, on essaie de mieux comprendre les comportements humains.
Et on a pu mettre des mots sur cette emprise psychologique dont la femme battue souffre. Ça s'appelle le syndrome de la femme battue. Marketing efficace. Le problème, c'est que maintenant, du coup, on justifie tous les comportements. C'est devenu maintenant, si tu rends service à quelqu'un, tu souffres du syndrome de l'infirmière. Si ton mec ne te rappelle pas dans l'heure, c'est un pervers narcissique. Si t'es déscolarisé, ne t'inquiète pas, tu es juste surdoué. Et si tu pleures quand tes parents meurent, c'est parce que t'es hypersensible. On va même jusqu'à justifier le comportement des hommes violents en leur cherchant des traumatismes. Ah non, mais c'est dramatique. Une fois, j'en ai vu un qui disait le pauvre, ses parents ont divorcé quand il avait 15 ans. On peut se demander ce que l'État fait aussi pour combattre ces violences, Nina. Ouais. L'État essaye d'aider. Vraiment, il essaye. Par exemple, le 1er février dernier, il y a un nouveau décret qui est entré en vigueur. Alors maintenant, les femmes sont systématiquement prévenues de la date de sortie de prison de leur conjoint violent. Donc je répète, le 1er février dernier. Ouais. C'est-à-dire 2022. On a attendu 2022 pour passer un coup de fil. Alors qu'à côté de ça, on a communiqué des centaines de fois avec Thomas Pesquet quand il était dans l'espace. je l'ai même vu en live TikTok avec Kylian Mbappé, sérieux. Quand même. Mais de toute façon, je crois que même les méthodes qui sont un peu plus à l'ancienne pour aider les femmes violentées, en final, elles sont pas très répandues. Je sais pas si vous connaissez, mais il existe un signe de la main que les femmes peuvent faire pour prévenir les gens autour d'elles quand elle est en danger. Donc je sais pas si vous allez visualiser, mais ce signe consiste à fermer progressivement sa main sur son pouce. Donc on fait le signe 4, comme le chiffre 4 de la main, et on ferme progressivement les doigts sur le pouce. Exactement. Absolument. Pas c'est vrai, ça très connu. Ouais, c'est vrai. On m'en a parlé, mais c'est pas très connu. Et alors, de toute façon, je me dis que même si les gens connaissent, oui, il y a très peu de moyens, comme c'est pas connu, qu'on le sache. Oui, voilà, je pense pas. Mais campagne de sensibilisation à faire à la télé. Mais c'est vrai, en vrai, c'est important. Mais je me suis dit que même si les gens connaissaient ce signe, je sais pas pourquoi je sens qu'ils seront aussi réactifs qu'à une partie de Kems. C'est-à-dire qu'on est tous mal barrés, quoi. En vérité, même si on vient en aide à ces femmes, le problème, ce sont les hommes violents. C'est ça la racine du problème à laquelle il faut s'attaquer, Nina. Tout à fait. Ça fait d'ailleurs partie des revendications de Nous Toutes. Vous vous souvenez, la manif qui avait lieu en novembre dernier. Donc les femmes qui émettent des revendications là considèrent que ça passe avant tout par l'éducation et en fait demandent par exemple que les collégiens passent un brevet d'éducation à la non-violence sur le même modèle que celui de la sécurité routière. Bon, le problème c'est que si les gens conduisent comme si les gens sont non violents comme ils conduisent, j'ai raté la chute. On est mal. On n'est pas rendu. C'est pas grave, on a bien compris. Après voilà, je me dis peut-être qu'il faut songer au brevet de non-violence au volant dans un deuxième temps. Oui, c'est pas mal. En conclusion, Nina, alors dites-nous. Ouais, alors si on est un peu plus sérieux, j'aimerais bien rappeler qu'en France, il y a quand même une femme sur 10 qui est concernée par les violences conjugales, ce qui est quand même énorme. 113 féminicides en 2021. Donc malgré quelques progrès, c'est beaucoup trop et donc il faut vraiment continuer ce combat qui est essentiel. Et puis j'ai envie de dire merci aux assos qui aident ces femmes quand même parce que on pourrait, elles sont là quoi. Bien sûr, elles sont là. Elles sont avec nous sur l'antenne de Radio J. Nous en avons quelques-unes. Merci beaucoup Nina pour cette première chronique très prometteuse sur notre antenne. On se donne rendez-vous certainement très bientôt sur l'antenne de Radio J. On vous retrouve en podcast sur le YouTube de Radio J et sur radioj.fr. Allez, vous restez encore avec nous sur notre antenne pour poursuivre notre émission spéciale dédiée aux femmes. Dans un instant, notre experte Ruthia Roginor pour analyser nos échanges. Mais juste avant, vous pouvez aussi intervenir, réagir, poser vos questions à nos invités à tout moment en nous appelant au 01 53 75 26 26, tapez 1, 01 53 75 26 26 et tapez 1. On retrouve également d'autres invités qui sont avec nous par téléphone pour réagir et surréagir et puis bien sûr pour parler sur notre antenne et débattre. Tout de suite, c'est une pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar. Restez connectés. Et merci beaucoup Steve Nadjar, on vous retrouve bien sûr demain à partir de 14h pour le grand journal avec tous vos invités. Tout de suite on retrouve bien sûr nos invités pour cette émission spéciale Droits des femmes à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée avec mes invités Maya Termination de la Viso France, Martine Matatia, présidente de Noah Osez le dire, Yael Chalita, DRH à l'Osez et bientôt Evelyne Berdugo de la coopération féminine qui nous rejoint dans un instant, mais tout de suite par téléphone Déborah Loupien-Suarez qui est avec nous. Vous êtes vice-présidente du consistoire Sud-Ouest, avocat au barreau de Bayonne, Bordeaux, présidente du consistoire israélite Bayonne, Biarritz et adjoint au maire à la ville de Bayonne. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Déborah Loupien-Suarez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J pour nous donner une vague d'espoir puisqu'on s'interrogeait dans cette émission sur la place des femmes dans nos institutions notamment. Vous avez nouvellement été nommée par le président du Consistoire central de France, Élie Korchia, qu'on apprécie beaucoup. En quoi consistent vos nouvelles fonctions ? Alors en effet, j'ai été nommée par Élie Korchia suite à son élection comme secrétaire générale du Consistoire de France. Donc c'est véritablement la première fois qu'une femme a une place institutionnelle dans le bureau du Consistoire central. Je crois que le président Korchia a décidé, en accord avec le grand rabbin de France, Chaim Korchia, de donner véritablement une nouvelle impulsion. Et tous les deux ont compris, ce binôme a vraiment compris que la place des femmes était primordiale aussi à la tête de nos institutions consistoriales et communautaires, qui étaient véritablement en retrait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je crois qu'un nouveau souffle est enfin arrivé et nous allons pouvoir porter la voix des femmes qui est encore peu entendue et pas assez prise en compte. Eh ben, écoutez, je pense que les femmes qui sont autour de la table avec moi sont extrêmement ravies de ce que vous êtes en train de nous dire. Mais alors justement, comment ça s'articule ? Quelles sont les choses que vous, en tout cas, vous avez envie de mettre en place ? Alors, au niveau des choses qu'on va mettre en place, moi, en plus d'avoir ce rôle de secrétaire général au Consistoire de France, le président Korchia m'a donné également la tête d'une commission qui s'appelle Couple juif et médiation. Oui. Et en réalité, je voudrais que nous puissions redonner aux femmes tout simplement la possibilité de s'exprimer, de faire leurs choix, de porter leurs envies, de les faire entendre et de bousculer un petit peu, évidemment, tout cet univers qui était très masculin et qui, jusqu'à présent, ne prenait pas forcément comme il le fallait en compte la vision féminine du judaïsme. Et je suis là pour la porter et pour porter cette voix, évidemment en respectant toutes les règles préétablies, mais en tout cas que nous avancions dans le bon sens et qu'il y ait une nouvelle impulsion. Et je crois que je vais faire, en effet, avec le président Korchia, un audit de tous les présidents et présidentes de consistoires régionaux pour voir quels sont les besoins des femmes dans nos communautés, pour pouvoir les porter, les faire remonter, et que ces dernières aient enfin une situation qui soit entendue et pérenne au sein de nos communautés. Écoutez, merci beaucoup pour répondre à toutes ces questions. Donc là, vous nous parlez des places, de la place de la femme dans nos institutions. Maya Termination me fait signe de la Viso France. Je me permets de lui donner la parole pour une question. Oui, bonjour, merci d'être avec nous pour cette émission. Donc Maya Termination, Viso France. Nous avons, lors d'une émission similaire le 20 novembre, nous avions reçu Élie Korchia qui avait expliqué que la préparation au mariage est manque d'homogénéité, puisqu'il y a des préparatrices au mariage qui sont très sérieuses et d'autres qui manquent peut-être de pratique ou qui n'ont pas mis à jour leur programme. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la préparation au mariage fait partie de vos objectifs de travail ? Si oui, qu'avez-vous prévu de faire ? Écoutez, c'est en plein dans mes objectifs de travail, puisque j'ai commencé à recenser, avec l'aide des présidents des consistoires régionaux et des grands rabbins en province, le nombre de femmes qui font la préparation au mariage, comment tout cela est organisé, et même si bien entendu les consistoires régionaux sont souverains, nous allons essayer de donner en tout cas, si ce n'est une trame ou une feuille de route, en tout cas de mettre en place une certaine homogénéité pour que tout le monde s'y retrouve ou que l'on se trouve sur le territoire. Martine Matatia de Noa Oser le dire. J'aimerais beaucoup que dans la préparation au mariage, il y ait quand même une sorte de boîte à outils qui soit conçue pour que les jeunes, les futurs mariés, que ce soit des hommes ou des femmes, puissent repérer ce que c'est que, par exemple, une communication défaillante, qui est souvent le terreau qui conduit à des violences familiales, par exemple. Oui. Et c'est vrai qu'une association comme Noa Oser le dire, qui existe depuis 15 ans, a reçu suffisamment de centaines d'appels pour pouvoir comprendre à quel point un manque d'information sur ce que c'est qu'une communication dans le couple et ce que c'est que un partenariat par rapport à qui décide de quoi, ce sont des outils que beaucoup de très jeunes femmes qui se marient n'ont pas. Non, en effet, vous avez parfaitement cerné le problème. Et je crois que c'est à travers le prisme d'associations telles que celle que vous citez qu'il faudra travailler ensemble et que ces associations soient associées justement aux commissions que nous sommes en train de mettre en place et de créer pour avoir justement les outils et la compréhension de ce qu'il manque à ces jeunes femmes et à ces jeunes hommes pour pouvoir mettre en place un véritable partenariat dans le couple et qu'on ne débouche pas sur ensuite des violences conjugales et des problèmes et ensuite que systématiquement on se retrouve dans des difficultés.
L'idée, c'est de pouvoir faire évoluer le couple, de le faire comprendre, de faire énormément de pédagogie. Et cette pédagogie ne peut évoluer que via la communication. Alors c'est à travers des choses comme ça que nous allons pouvoir travailler. C'est très très clair qu'en tant que présidente de Noa Osez le dire, je suis absolument volontaire et motivée pour participer à ces commissions. Je le dis très clairement. Parfait. Écoutez, nous rentrerons en contact ensemble pour pouvoir échanger sur l'ensemble de ces sujets. J'en serais ravie. Écoutez, on va essayer de faire cette synergie entre vous. C'est aussi là tout l'objectif de cette émission. Merci beaucoup à Déborah Loupien-Suarez d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Un dernier petit mot quand même pour nous dire de manière plus générale, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité des femmes de notre communauté à avoir ce côté un peu leadership, femmes qui ont envie de réussir, et comment leur donner ce goût-là, notamment pour les femmes qui sont, qu'elles soient orthodoxes ou de milieux plus traditionnels? Quel est le conseil que vous pourriez vous donner? Je crois que ce n'est pas du tout une question du milieu ou de manière de pratiquer, c'est une question de conviction et d'engagement. Moi, pour ma part, je suis une femme de 40 ans qui a 2 enfants, qui gère des cabinets d'avocats. Je suis engagée au niveau communautaire et je crois que tout est dit là. Lorsqu'on veut faire évoluer quelque système que ce soit, il faut s'engager, donner de sa personne. Et j'invite toutes les femmes jeunes et moins jeunes à faire en sorte de s'impliquer dans la vie communautaire, mais aussi dans tous les pans de la vie civile, y compris politique, parce que c'est aussi avec les femmes que la société va évoluer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Engageons-nous. On s'engage à vos côtés. On fera la synergie en post-émission. Merci beaucoup à Déborah Loupien-Suarez. Merci beaucoup, vice-présidente du Consistoire Sud-Ouest, secrétaire générale du Consistoire. Comment vous m'avez dit votre fonction exacte pour pas que je dise de bêtises? Alors exact, c'est secrétaire rapporteur du Consistoire de France, mais le terme est un peu impropre, alors je préfère dire secrétaire général. Allez, de modifier cela. Ça ira très bien. Merci beaucoup d'avoir été sur notre antenne sur Radio J. Et puis je me tourne à présent vers vous, Yael Chalita, DRH à Lozé, parce que justement on a envie de parler de ces femmes fortes qui réussissent avec leurs droits, avec les avancées que nous avons pu avoir. Vous êtes en parallèle ex-responsable des ressources humaines d'un grand groupe automobile. Vous avez une 40aine d'années et vous avez plusieurs observations, notamment en termes de catégories socio-professionnelles. Vous observez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que selon les milieux de travail, les femmes sont plus ou moins dans tel ou tel secteur. Tout à fait, effectivement. Dans le secteur médico-social, les femmes sont très largement majoritaires. Par contre, quand on va dans l'industrie, c'est beaucoup plus rare, même si ça a beaucoup changé ces dernières années. Alors vous avez été au sein donc d'un grand groupe de construction automobile. Vous avez été une de ces premières femmes à travailler. Sur la fin des années 90, les constructeurs automobiles ont fait un vrai effort de féminisation et ont beaucoup embauché de jeunes femmes. Et souvent, quand on était dans des réunions, on était la seule femme. Est-ce que vous constatez ou est-ce que vous voyez surtout une évolution de l'embauche? C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu ce problème de souci à l'embauche où les femmes avaient cette problématique pour être embauchées. Soit elles étaient trop vieilles, soit elles étaient en âge d'avoir des enfants, soit elles étaient en voie de mariage. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, ce qui est clair aussi, c'est que maintenant la législation est assez claire sur le sujet et plus aucun recruteur ne peut avoir de propos discriminatoires vis-à-vis des femmes. Donc, il n'y aura jamais un recruteur à ce jour, ou alors c'est un très mauvais recruteur, qui refusera une embauche pour des motifs de sexe. Vous observez des progrès des droits des femmes au travail et aussi au niveau de la législation? La législation est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de publier chaque année un index sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Cet index est public, il est publié sur les sites internet, donc ça a un impact sur la vision de la société et vis-à-vis de ses clients. Les entreprises ont l'obligation de négocier chaque année sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont une commission paritaire. Il doit y avoir un certain pourcentage, je crois, à respecter. C'est-à-dire que toute entreprise qui aurait moins de 75% à cet index, qui prend en compte la rémunération, les promotions, les augmentations individuelles, toute entreprise qui a moins de 75% doit s'engager vers un axe de progression, sinon il y a des pénalités financières et c'est tout à fait suivi par les pouvoirs publics. Concrètement, Yael Chalita, est-ce que vraiment les comportements ont changé? En façade, les comportements ont changé, c'est sûr. Parce que effectivement, c'est très largement punissable par la loi. Dans les faits, il y a encore des freins à l'embauche et à la promotion des femmes dans le monde du travail. Quels sont ces freins? Alors, ces freins sont les projections qu'on peut avoir sur la maternité. C'est-à-dire que les carrières démarrent à peu près de manière équivalente entre les hommes et les femmes, mais à partir de l'âge du premier enfant,
les femmes sont généralement considérées comme moins disponibles et parfois elles se mettent elles-mêmes cette propre pression. C'est-à-dire qu'elles considèrent que c'est difficile de concilier les deux et ce sont elles principalement qui vont prendre les temps partiels, qui vont prendre les congés parentaux. Et on sait que ce sont des vrais freins à l'évolution des femmes dans le monde du travail, puisque globalement les carrières se font entre 30 et 50 ans. Qui est à peu près l'âge de construction d'une famille. Une question un peu plus juive, si je peux me permettre. Est-ce que le Shabbat est un frein à l'embauche quand on voit par exemple un nom de famille juif? Est-ce qu'on a le droit de demander par exemple, est-ce que vous faites Shabbat? Absolument pas. C'est totalement illégal. Après, effectivement, ça peut avoir des impacts chez tel ou tel recruteur ou dans telle ou telle entreprise. Mais des choses qu'on a pu entendre par le passé, du type sur tel ou tel poste, on préfère un homme. Parce qu'il y a des contraintes, effectivement, de nuit, de week-end, ou parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Aujourd'hui, ce sera plus jamais affiché. Parce que c'est illégal. Est-ce qu'il y a aussi des freins et des évolutions à la promotion? Tout à fait. Et parfois, les freins, ce sont les femmes elles-mêmes qui se les mettent. C'est-à-dire qu'elles estiment qu'elles ont un plafond de verre et que c'est difficile d'arriver sur certaines fonctions parce qu'il y a de la concurrence pour arriver sur certaines fonctions, parce qu'il faut se mettre en avant. Et on revient sur ce qu'on disait sur l'éducation. Les jeunes filles sont pas éduquées à se mettre en avant. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont souvent des bonnes élèves, parfois des meilleurs élèves dans une classe, mais elles vont toujours considérer qu'elles peuvent mieux faire. Moi, j'ai un exemple qui est frappant. C'est-à-dire que dans une ancienne vie professionnelle, on avait fait passer des tests d'anglais à tous nos salariés cadres. Donc voilà, avec un nombre de points. Donc il n'y a pas plus objectif qu'un certain nombre de points. Quand les hommes avaient globalement 400, ils nous expliquaient qu'ils étaient bilingues. Quand les femmes avaient 700, elles expliquaient qu'elles devaient faire de nombreux progrès pour progresser en anglais. Mais ça, c'est le fruit d'une éducation. C'est incroyable. Mais c'est aussi un problème de confiance en soi. Tout à fait. Et justement, c'est quelque chose que j'ai envie d'évoquer. Maya, termination, je vous en prie. En fait, c'est pas tout à fait sur la confiance en soi, si je peux me permettre, mais vous avez parlé tout à l'heure des progrès de la législation et je suis bien alignée avec ce que vous dites. Maintenant, moi, ce qui m'ennuie plus dans certains environnements professionnels, en tout cas, notamment les environnements masculins, comme vous avez dû le connaître dans l'industrie, c'est les choses qui sont pas du ressort de la loi. Par exemple, les environnements toxiques, les blagues sexistes, les environnements qui font que, bien sûr, la loi est du côté des femmes, mais finalement, c'est pas possible de progresser. Ou alors, le fait qu'on contourne un peu la loi en disant, bien sûr, j'ai mis dans mon conseil d'administration, dans mon comité de pilotage des femmes, mais elles sont des RH, ou elles sont dans des domaines qui sont plus proches du social, de l'humain, mais jamais direction la direction financière, direction de la stratégie. Enfin, je ne sais pas si vous rejoignez ce propos. Alors oui, mais pas complètement. D'accord. Je pense qu'à partir du moment où il y a une femme et que ça se passe bien, elle ouvre la voie aux autres. D'accord. On va justement aller voir Evelyne Berdugo, présidente de la coopération féminine sur notre antenne. Bonjour Evelyne. Bonjour Kyrielle. Je suis ravie de vous entendre, merci beaucoup Evelyne. Alors moi je suis transparente sur cette antenne, on a un petit peu parlé ensemble par téléphone avant cette émission pour la préparer et vous me confiez un petit peu ce souci des femmes qui se contentent ou du moins de cette observation que vous pouvez faire. Est-ce que vous la maintenez ? Alors à propos du leadership, c'est ce que vous voulez dire ? Tout à fait. Bien, alors écoutez, j'ai pas mal réfléchi depuis que nous nous sommes parlé. Et je pense que être leader est quelque chose qui, dans le féminisme, enfin chez les femmes, a une place particulière, c'est celle du choix qu'elles veulent faire. Qu'est-ce que c'est être un leader ? C'est avoir un projet, c'est mener un groupe, c'est savoir mener une équipe. Bien, et alors, souvent on le demande, parfois on peut le prendre. Et c'est une histoire de confiance en soi, comme aujourd'hui la situation et le rôle des femmes dans la communauté et partout le permet. Mais elles ont le choix. Moi, je connais beaucoup de femmes à qui on a demandé d'être un leader ou parce qu'elles en avaient les possibilités, d'autres qui l'ont pris. Mais alors celles à qui on a demandé, elles sont jeunes en général, elles ont toute la capacité, elles peuvent tout à fait le faire, mais elles ont une famille. Et elles décident pour le moment de consacrer de consacrer la moitié de leur temps à leur famille et pas tout leur temps à leur travail. Donc c'est une histoire aussi effectivement depuis 25 ans, depuis 30 ans, puisque nous avons déjà commencé à ce moment-là à nous battre pour la parité et l'égalité
les progrès ont été faits, ils sont aujourd'hui très très palpables, très concrets, très réalisés par les femmes d'aujourd'hui. Il leur reste encore une place à prendre, c'est celle d'être un leader de ce qu'elles veulent dans n'importe quel domaine. Mais moi, j'en connais beaucoup qui se restreignent parce que c'est pas le moment, parce que elles ont une famille et qu'elles font le choix. Maya, termination de la viso, veut réagir. Oui, Evelyne, merci pour vos propos. La limite que je mettrais à la façon dont vous présentez les choses, c'est que je pense qu'effectivement, parfois, on propose à des jeunes femmes des postes de pouvoir et elles les refusent. On peut penser que c'est un choix, on peut aussi penser que c'est pas un vrai choix. C'est parce que on leur propose des postes qui sont dans des environnements masculins, avec des codes masculins qui ne correspondent pas à une façon féministe et féminine de mener sa vie et de concilier vie personnelle, vie professionnelle. Pour moi, à mon sens, c'est pas un vrai choix. Et aussi, on peut aussi penser que c'est un choix subi. Parce que avoir sa famille, il faut s'en occuper. On peut pas forcément déléguer aux hommes. Vous êtes d'accord avec ça, Evelyne Berdugo ? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que un poste d'abord, leader n'existe pas. Être leader dans une entreprise, ça n'existe pas. Ce n'est pas un poste. On peut être directrice, on peut être présidente, mais être leader n'existe pas. C'est suivant les capacités. C'est vraiment personnel. C'est une compétence. Je pense que les femmes ont tout à fait la capacité aujourd'hui d'avoir des manières de faire à elles-mêmes, indépendamment de l'environnement. Je pense qu'elles sont tout à fait capables et compétentes et efficaces, elles pourraient être efficaces, mais elles ont cette liberté aujourd'hui, je dis bien une liberté, que ce soit ça ne compte plus. Quand on est à ce niveau-là du top d'une entreprise ou de n'importe quelle communauté, il n'y a plus de femmes ou d'hommes. À mon avis, je pense que les femmes ont fait énormément de progrès. Et aujourd'hui, quand vous parlez à des jeunes, religieuses ou pas religieuses, communautaires ou pas communautaires, eh bien, elles, souvent, elles disent oui, je pourrais le faire, mais c'est pas le moment encore pour moi. Et voilà, et elles choisissent. Et ça, je trouve que c'est une avancée extraordinaire. On a compris votre positionnement, Evelyne Berdugo. Tout de suite, on doit clôturer entre guillemets cette émission et j'aimerais donner le mot, comme toujours, à Ruti Arroginor, notre psychosociologue du jour, pour venir un petit peu débriefer tout ce qui s'est dit dans cette émission. Bonjour Ruti. Bonjour Cyrielle. Alors je vous en prie, vous avez observé dans notre émission tout ce qui s'est dit, tout ce que nous avons évoqué. Quel est votre constat ? Alors mon constat, c'est que effectivement aujourd'hui, on voit encore qu'il y a des disparités, des inégalités, qu'il y a encore beaucoup de souffrances, beaucoup de situations qui sont inacceptables, que par rapport à la situation sanitaire, ça fait remonter encore beaucoup de souffrances, de situations qui étaient extrêmement critiques parce que des femmes étaient isolées seules avec des époux, des conjoints extrêmement violents, et dans ce contexte-là, ça a permis de voir à quel point bien c'était présent. On a abordé la question de la responsabilité de l'éducation nationale, qui effectivement, on voit la terminologie dans les ouvrages qui est édifiante quand on entend que l'association du garçon était liée à une terminologie comme l'audace, le courage, l'énergie, le leadership, et que les femmes sont plutôt associées à la fonction douce, câline, docile, serviable. Donc effectivement, je pense que c'est très tôt qu'il faut faire évoluer les mentalités. Effectivement, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, ça va dépendre aussi de la responsabilité personnelle, des enseignants qu'on va avoir. Mais quand j'accompagne des femmes ou des parents par rapport à l'affirmation, à l'estime de soi, à l'image des enfants, moi j'aime bien pousser les enfants dans leur retranchement, c'est-à-dire leur dire voilà, qu'est-ce qui se fait pour toi, qu'est-ce qui se fait pas et pourquoi, parce que c'est aussi comme ça qu'ils vont développer une certaine sensibilité, un discernement, une capacité à voir les choses différemment et se donner la permission et se dire c'est ok de penser comme ça, parce que c'est vrai qu'à la télévision, dans les films, on voit beaucoup d'images qui sont associées à des rôles, des fonctions, et donc du coup il y a les normes sociales, et on est tous impactés par des normes sociales, mais on a tous notre responsabilité quant à faire aussi évoluer les choses, que ce soit
dans un environnement juif, tout comme les autres environnements. C'est sûr que aujourd'hui, la fonction de la femme, elle a besoin d'être encore et toujours valorisée, mais pas que. C'est pas valorisé parce qu'on est en parité, donc on est censé justement prendre notre place, l'assumer pleinement, la revendiquer et ne pas avoir à se dire c'est un jour comme un autre. C'est notre droit. C'est un très joli débrief, un très joli regard. Un petit mot bref de la fin, Maya Termination. Écoutez, merci pour ces constats et ces échanges. Moi, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que on a vu qu'en France, il y a eu beaucoup d'abus sexuels qui ont été remontés dans tous les milieux de la société française. Le patinage artistique, Sciences Po, les milieux politiques, etc. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il est possible qu'un jour, dans la communauté juive, on ait aussi un MeToo juif. Il faudra en être préparé. Donc, il faut de la prévention, il faut de la sensibilisation et de l'anticipation. J'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec ça, Martine Matatia. Alors, tout à fait d'accord. Et je voudrais, comme mot de la fin, souhaiter que tant les parents que les écoles juives s'intéressent à une éducation la moins différente possible entre garçons et filles par rapport aux qualités qu'on prête aux uns et aux autres. Ça me paraît un point extrêmement important. Et puis on vous met en relation bien évidemment avec notre invité aujourd'hui par téléphone qui était Déborah Loupien-Suarez, vice-présidente du Consistoire Sud-Ouest et secrétaire rapporteur du Consistoire général. Je vous en prie, Yael Chalita, un petit mot très bref parce que l'antenne va couper dans 10 secondes. Ok, moi je voudrais dire quelque chose de positif. Je pense que les hommes ont tout à gagner à l'égalité entre les hommes et les femmes. Eh ben écoutez, voilà, bravo. Le message est passé. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à mes invités pour cette émission spéciale Droits des femmes. Maya Termination de la Viso France, Martine Matatia de Noah Oser le dire, Yael Chalita, DRH à Lozé, Evelyne Berdugo de la coopération féminine, ainsi que mes autres invités, Déborah Loupien, Suarez, Stéphane Cardon-Verrier, coordonnateur du collectif Mots et Mots de Femmes, ainsi que sa marraine Sarah Lelouchan sur notre antenne aujourd'hui, une des marraines parmi les 500 dont je fais partie avec grand plaisir. Merci beaucoup à nos chroniqueurs Hélène Kuttner, Nina Azoulay et Ruthia Roginor, à la réalisation Philippe Sinclair. Merci surtout à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 15h avec mon invité, cette fois Christophe Barbier, pour nous parler notamment et entre autres de sa pièce Élysée au Petit Montparnasse. À 21h, ne manquez pas le Yiddish Show de Lise Gutmann, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J. Radio J.